C'est parti. Donc, au moins, on est sûr que là, on a des gens motivés par les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, on va faire une session découpée pour que vous soyez entraînés. C'est-à-dire qu'on va intervenir un petit peu, on va discuter avec vous, puisque de toute façon, on est une vingtaine. Et puis, on reprendra un peu la parole. L'idée, c'est qu'on vous explique, chacun d'entre nous, on a des profils d'entreprise assez différents. Pourquoi on a mis en place un réseau social d'entreprise? On a prévu un petit sondage. Grâce à vos téléphones mobiles, vous pourrez dire, vous, pourquoi vous avez mis en place un réseau d'entreprise ou pourquoi vous allez mettre un réseau social d'entreprise. Ou si vous êtes là par hasard, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez participer quand même. Et puis après, en deuxième partie... On n'a pas mis par hasard, c'est maintenant le choix. Voilà. En deuxième partie, on vous dira un petit peu ce qu'on en a tiré, finalement, du déploiement, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, voilà, les enseignements qu'on en a tirés. Et après, on rediscutera ensemble avec vous sur ce sujet. Voilà, donc le timing est assez rythmé, puisqu'on a donc 10 minutes pour vous exposer pourquoi on a mis en place un réseau social d'entreprise, 10 minutes après de discussion, 10 minutes où on vous donne un peu des clés du bilan et 10 minutes à nouveau de discussion, grosso modo. Alors, je vais laisser Stéphanie, William se présenter. On commencera par Stéphanie. J'enchaînerai. On a mis William en dernier parce qu'il parle toujours beaucoup. On était sûr qu'on n'aurait plus le temps de parler. Donc Stéphanie, peut-être je te laisse présenter et puis peut-être on va démarrer sur les slides qui sont ici. Voilà. Je vais d'abord me présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Alou, donc je travaille chez Renault. Je suis chef de projet réseau social d'entreprise. Et donc, je suis à la Digital Factory, donc une entité qui a été récemment créée il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, et qui est rattachée à la direction commerciale et prochainement qui sera dans cette même direction commerciale rattachée à la direction client. Ça, c'est une nouvelle direction qui se crée chez Renault. Alors, pourquoi, je dirais, la création de cette Digital Factory? C'était tout simplement parce que notre top management avait vu un petit peu que le digital se répandait et prenait de l'importance aussi bien en externe qu'en interne de l'entreprise. Et il y a eu la volonté aussi de réunir à la fois le B2E, le B2C et le B2B. Donc c'est pourquoi moi je travaille donc sur le côté B2E. C'est pourquoi je fais partie de cette entité Digital Factory. Alors pourquoi un réseau social chez Renault? Alors je vais passer... hop, voilà. Ah oui, il y a eu des... Bon, c'est pas grave. La police a quelque peu changé, mais c'est pas grave. Je vais m'y retrouver. Donc en fait, il y a eu 4 raisons, je dirais, d'implémenter un réseau social. Donc ce réseau social qui est en place chez nous depuis le 18 juin 2012, donc une date qu'on ne peut pas oublier. Et donc il y avait quatre je dirais, raisons de mettre en place. Donc déjà, d'une part, d'accélérer l'innovation. Effectivement, on a un plan stratégique chez Renault, et dans ce plan stratégique, il y a toute une partie, un volet qui concerne donc l'innovation. Et donc, voilà, c'était aussi de permettre de fluidifier l'information, de permettre aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer facilement, simplement, et donc, voilà, et de pouvoir favoriser la co-création et l'innovation. Et au-delà de ça, effectivement, vous voyez le mot transformation, parce qu'effectivement, au-delà de la mise en place de l'outil, c'est avant tout une transformation, un changement, je dirais, culturel de l'entreprise, parce qu'on met en place de nouveaux usages. Et ça, c'est très important, et vous le verrez par la suite. Il y a également aussi de mettre en place des nouveaux styles de management. Effectivement, on modifie un petit peu quelque part ces modes de management, et notamment de dire aux managers, voilà comment on va pouvoir aujourd'hui valoriser ces équipes, et puis aussi qu'ils soient également exemplaires vis-à-vis de ses collaborateurs. Et puis, il y a aussi chez Renault une dimension qui est très importante et qu'on n'oublie jamais, c'est la dimension humaine. Et on voit que dans cette dimension humaine, donc on met au cœur l'humain.
Et comme vous voyez, c'est effectivement, on veut remettre au centre donc la personne et on veut donc connecter les personnes et les informations. Mais c'est vraiment, ce qui est important, c'est la personne. Voilà. Très bien. On va... Alors, enfin, la personne, donc entre guillemets, l'employé, puisque chez nous... Ok, très bien. Moi, je passe juste le bip. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on a mis un réseau social d'entreprise? Donc, Brainsonic, nous sommes une agence de 120 personnes à peu près, avec des métiers qui sont très différents. On a des profils qui sont plus R&D, des profils édito, des profils créa, des gens qui travaillent dans la vidéo, des gens qui font du consulting, du pilotage projet. Et les principales raisons qui nous ont poussé à mettre un réseau social d'entreprise, la première entre toutes, c'est la saturation d'emails. En fait, la volumétrie d'emails atteinte par les gens commençait à engorger complètement l'entreprise. On est sur des cycles projets qui sont des cycles projets souvent très courts. Et du coup, la volumétrie d'échanges associée à un projet sur le cycle est très importante, que ce soit en interne ou que ce soit avec les clients. Donc il y avait cet enjeu, et on s'était dit, on reviendra dans la deuxième partie sur les KPI. On s'était dit, nous, quelque part, l'une des principales mesures, ce sera le nombre d'emails économisés comme mesure de la performance. Le deuxième volet, c'était de se dire, tous les échanges emails qu'on a, ils sont quelque part perdus, puisqu'on ne capitalise pas dessus. On ne capitalise pas à la fois sur les contenus qui sont véhiculés dans ces emails, et puis on ne capitalise pas sur les personnes, parce qu'on ne sait pas finalement qui a travaillé sur quoi, à quel moment, au-delà des outils qui permettent de faire du reporting. Et le troisième volet, qui pour nous était hyper important, c'était que le réseau social d'entreprise, ce soit un support au processus métier. Comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, le risque quand vous déployez un réseau social d'entreprise, c'est que les gens assimilent ça à du temps perdu. Et donc, quand vous voyez quelqu'un sur un réseau social d'entreprise, vous dites « Ah bon, mais donc il n'a rien à faire, il est sur le réseau social d'entreprise ». Et on pensait en tout cas qu'un point qui allait lever ça, c'était que le réseau social d'entreprise il soit support au processus, c'est-à-dire que dans le delivery, dans l'action quotidienne des gens et dans les outils qu'ils utilisent, le réseau social d'entreprise soit intégré et qu'en fait ce soit quelque part une espèce de glue sociale qui vienne entre les outils métiers utilisés dans les processus métiers. On verra ce point. Et puis, le point qui était également important pour nous, c'était de maintenir un non-cloisonnement. En fait, la structure s'est développée avec une proximité des métiers, mais plus elle grandit et plus le risque d'avoir des équipes cloisonnées augmente. Et on souhaitait maintenir ce non-cloisonnement avec les réseaux sociaux, avec un réseau social d'entreprise. Voilà. Je passe la parole à William. Je vais essayer de parler moins que toi, ça va être difficile. Alors, bonjour, William Elkaïm, je travaille pour la société Carlson Wagonlit Travel, qui est une agence de voyage pour les sociétés. Donc on est la numéro 1 dans le monde, à peu près 20 000 employés dans 150 pays et territoires. Il faut être politiquement correct. Donc nous, Yammer, ça a été tout de suite le réseau social. On n'a pas beaucoup réfléchi. Alors, ce qui est important à comprendre chez nous, c'est que le réseau social, je n'ai pas voulu mettre trop de mots, j'ai préféré vous mettre une copie du réseau social, c'est que dès le départ, on s'est dit, on est dans beaucoup de pays, on a des gens qui sont sur des grandes étendues, on a nos clients qui sont globaux, qui sont partout dans le monde et on doit les aider partout dans le monde. Donc il était difficile pour nous de très simplement trouver une solution. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par l'innovation. Donc le réseau social d'entreprise est venu par l'équipe innovation. Donc on a eu conscience qu'il y avait un problème. On a constaté un changement d'usage. Au départ, les gens, c'était l'information. On envoie un email. Puis après, on est passé à la collaboration. Les gens ont commencé à essayer de faire du SharePoint, à essayer d'utiliser des Skype. Et cette phase de collaboration a commencé à déboucher sur l'utilisation de tout et n'importe quoi, un peu n'importe où. Donc on s'est rendu compte qu'un peu partout dans le monde, nos employés utilisaient toutes les plateformes disponibles, gratuites surtout, autour du monde. Et donc là, on a commencé à se dire, on ne contrôle pas la sécurité, on ne contrôle pas les employés, on ne sait pas ce qui s'échange. Et donc on s'est dit, le mieux, ça serait quand même qu'on essaye, nous, de proposer quelque chose. Alors quand vous parlez de réseau social en entreprise, ça fait tout de suite peur.
Donc on s'est dit, bah, écoutez, très simple, ce que j'ai proposé, c'est l'équipe innovation va le prendre en charge. Si c'est l'innovation qui échoue, c'est moins grave, puisque c'est de l'innovation. Donc on va tester et on va voir si ça marche. Donc ça, c'était l'approche. Zéro risque pour tout le monde, c'est l'innovation qui amène ça, et on va s'en servir pour faciliter la communication, mais plus que la collaboration, on va aller vers des notions d'engagement. Donc l'approche, c'était vraiment de rompre avec cette vision collaboration à la SharePoint, dont personne n'était content, ou de l'intranet, qui ne servait plus à grand-chose, puisque les gens n'y allaient que pour aller poser leurs vacances, en tout cas en France. Donc on s'est dit, on va prendre cette plateforme et on va essayer de renouveler la manière dont on communique et dont les gens communiquent avec nous. Et il faut aussi le dire, ce sont les employés qui ont choisi Yammer. On ne l'a pas vraiment choisi, on n'a pas fait de grande étude. On a commencé à regarder toutes les plateformes qui avaient été mises en place. Et on s'est rendu compte qu'on avait déjà 11 ou 12 networks qui étaient déployés sur Yammer. On s'est dit, très bien, on va les unifier et on va essayer de faire quelque chose avec. Alors, la deuxième grande innovation de Yammer, c'est que quand j'ai proposé ce projet à la direction, on m'a dit, pas de problème, tu fais ce que tu veux, William, l'innovation, c'est génial, mais tu n'as pas de budget. Donc, il a fallu trouver de l'argent. Et le réseau social, dès le départ, le principe et l'idée implicite au niveau du management, c'était ça nous coûte zéro. Tu te débrouilles comme tu veux. Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc ce qu'on a eu en tête dès le départ, c'est de se dire, écoutez, c'est très simple, nous on est une agence de voyage. Nos suppliers, les airlines, les hôtels, ils seraient super contents de discuter avec tous nos agents. On a quelque chose comme 15 000 agents de voyage. Et on s'est dit, très simplement, je vais monétiser l'audience de mes propres employés. Donc, ce que vous voyez là en haut à droite, là, il y a un petit peu de... non, ça, c'était pas là. Il y a un petit peu de pub, ici. Je vais vous montrer ça si j'arrive. Donc là, une fois par mois ou plusieurs mois, ici, c'est les hôtels Marriott. Donc, on leur permet de sponsoriser Yammer pour 1 mois, 2 mois, CWT Yammer pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on a créé à côté ce qu'on appelle un external network, où on a monté dedans tous nos employés et on donne l'accès à un supplier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il veut. On lui donne la possibilité de partager et d'échanger avec notre propre audience, c'est-à-dire avec les agents de voyage. Donc, ils peuvent discuter, ils peuvent faire des contests, ils peuvent leur présenter des hôtels, ils peuvent accepter des questions. Et en fait, ça leur convient énormément. C'est mieux qu'une photo d'un hôtel. Les gens posent des questions. C'est des agents de voyage. En face d'eux, il y a des gens qui veulent vendre un peu plus de voyages. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, ça, c'était la deuxième grande innovation, c'était le côté auto-sponsorisé, sans budget. Et donc, ce qu'on génère comme argent, on le remet dans la plateforme pour payer plus d'utilisateurs. Et donc, c'est un cycle assez vertueux. Donc ça nous enlevait tout le côté financement, qui était aussi un autre problème. Et l'avantage d'une plateforme SaaS, c'est qu'on n'a pas à gérer les montées de version. On n'a pas à gérer le coût du stockage. Dans Yammer, si vous voulez mettre 36 gigas, vous mettez 36 gigas. Vous ne payez pas à ce que vous utilisez. Donc ça, c'est un autre avantage. Et le troisième avantage aussi, surtout, c'est qu'on n'a pas besoin de l'IT qui vient et qui va vous dire, oui, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, etc. Et surtout, on ne peut pas customiser. C'est la même chose pour tout le monde. Donc en termes de formation, en termes de training, c'est beaucoup plus simple. On explique aux gens comment ça fonctionne, on leur donne les bases. Et ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Et enfin, la dernière chose qui nous a beaucoup plu chez Yammer, c'est que chez Yammer, il y a un réseau des gens qui utilisent le réseau. Donc quand vous arrivez sur Yammer, vous faites partie immédiatement du réseau Yammer et vous pouvez discuter avec tous les autres qui ont mis en place Yammer dans leurs entreprises. Et en fait, ça, c'est une énorme valeur parce que quand vous arrivez là-dedans, c'est pas comme si vous arriviez avec rien. Il y a déjà des cours, il y a déjà des formations, il y a déjà des explications comment engager les... Et donc, en fait, on récupère tout ça et on va très, très vite. Et en plus, on a des personnes ce qu'ils appellent des Customer Success Managers, qui vous accompagnent tout du long. Donc ça, c'était toute la partie accompagnement, parce qu'on pense qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas. Et après, la dernière chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut des passionnés. Donc il se trouve que moi, j'étais passionné, que j'étais dans l'équipe innovation, donc j'ai réussi à travailler. Et qu'ensuite, on a fait un relais très, très bien et très simplement avec les gens des RH. On a commencé à travailler ensemble dès qu'on a pu trouver le financement, qui était le plus gros problème, en fait. Après, on a pu se mettre en place, on a commencé à aller chercher des community managers en interne, en externe, et on a décidé au départ de laisser le réseau vivoter tout seul pendant 1 an. On voulait voir ce qui allait se passer. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les grosses tendances. Pourquoi ? Parce qu'il fallait trouver un nouveau mode de communication et d'engagement en interne, et que SharePoint, ça suffisait plus, l'intranet, ça suffisait plus, et que si on ne le faisait pas nous, les autres allaient le faire ailleurs. C'était le plus gros problème qu'on voulait traiter. Merci, William. Je vais te prendre juste le...
Alors, c'est la minute interactive. Voilà. Donc, on va vous proposer de répondre à ce petit sondage en ligne. Donc, on vous a mis une URL sympathique pour que vous puissiez la taper sur un téléphone. Là, vous avez un sondage qui va vous permettre de répondre à pourquoi vous avez déployé, vous allez déployer, vous déployeriez un réseau social d'entreprise. Voilà. Parfait. Si vous avez un souci technique, eh bien tant pis. On aurait pu mettre un flashcode, c'est vrai. Ah. Voilà. Ouais. Ouais. Pas très... Rater le... Ouais, parce que HTTP, c'est pas facile. Donc à vous taper ne sur BlackBerry. partez pas sur un site en Somalie. Hein. C'est simplement un raccourci. Donc c'est un bon vieux Doodle. Hein. Si vous avez une application Doodle, bah oui, non, il ne va pas vous la charger avec l'URL, mais... Ce que je vous propose, c'est que on va enchaîner assez rapidement avec les résultats et on fera le débat après. Parce que si on était mauvais sur la première partie, vous allez tous partir. Alors que là, on vous tient, on vous capte au moins jusqu'à la... Oui, au fait, au début, on voulait même vous inviter pour certains d'entre vous sur un réseau social parce qu'on s'était dit que peut-être certains d'entre vous ne connaîtriez pas. Puis c'est devenu un peu compliqué, il fallait récupérer les emails, envoyer des... Bon, on ne l'a pas fait, mais combien d'entre vous n'ont jamais vu un réseau social d'entreprise? Pas Twitter, mais vraiment des réseaux sociaux spécifiques à une entreprise en particulier? D'accord, c'est un peu... On ne l'a pas dit, mais le principe d'un réseau social d'entreprise, c'est comme un réseau social externe, sauf qu'il est vraiment complètement fermé à l'entreprise. Donc l'idée, c'est que vous avez une charte qui est prédéfinie par votre entreprise. Vous définissez comment on s'en sert. Et puis derrière, vous avez la possibilité de dialoguer qu'avec les gens de votre propre entreprise. Certains appellent ça le corporate Facebook, ou comment vous appelez chez Renault? Alors justement, nous, on n'appelle surtout pas ça un Facebook, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, déjà, le terme de réseau social était très connoté, mais plutôt connoté négativement. Et aujourd'hui, alors nous, justement, il y a plutôt une réticence vis-à-vis des collaborateurs à aller sur le réseau social d'entreprise. Parce qu'effectivement, il y en a qui ont vu ça comme qu'est-ce que je vais aller raconter, mes vacances ou mettre mes photos. Enfin bon. Donc il y a plein de gens qui voient justement cet aspect-là. Or, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut vraiment expliquer aux gens, comme aussi l'indiquait Jean-Louis, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit intégré au process métier. Il faut vraiment que le collaborateur y voit une utilité dans son travail au quotidien. Sinon, effectivement, ça ne marchera pas. Après, il y a un autre facteur clé de succès et qui est très important, c'est le sponsorship. Si vous n'avez pas un sponsorship fort, si vous n'avez pas une implication forte du top management et du middle management, voilà, il y a peu de chances que ça marche. Et après, comme toute transformation, ça prend aussi du temps. Donc voilà, on ne décrète pas du jour au lendemain, on va tous aller sur le réseau social et on va tous l'utiliser. Il faut juste prendre le temps que les gens s'approprient, déjà s'approprient l'outil. Alors nous, effectivement, contrairement à toi, nous sommes sur du SharePoint, puisqu'en fait, nous, ça a été un peu imposé par notre SI pour une question d'intégration avec tous nos outils, parce qu'on utilise beaucoup d'outils de chez Microsoft, et notamment Office. Donc voilà, ça permettait aussi une intégration de l'ensemble de nos outils, de nos applications. Donc voilà pourquoi on utilise SharePoint, avec une couche de NewsGator pour la partie, je dirais, la couche sociale. Mais et effectivement, il y a des choses aujourd'hui qui marchent. Effectivement, pour certaines communications, on voit que, notamment chez nous, on a un réseau très fort qui est le réseau Women at Renault, qui marche très fort sur notre réseau social et qui communique beaucoup donc via notre réseau social. Je crois que j'anticipe un peu sur alors on va regarder les résultats du sondage. Merci d'avoir participé. Vous n'avez pas tous participé, mais déjà sur un petit BlackBerry ou autre, c'est déjà pas mal. Alors,
Voilà, donc c'est petit, hein, mais grosse. Sur les principaux, on s'aperçoit que c'est assez équilibré, mais ceux qui viennent en premier, c'est le décloisonnement, la transformation des méthodes de travail, l'innovation et capitaliser sur les échanges. Voilà. Finalement, réduire le volume d'email est moins déterminant que capitaliser sur les échanges ou décloisonner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie résultats. Chacun va présenter un petit peu ce que ça a donné, ce qui a marché, pas marché. Et puis après, on ouvrira donc le débat, soit entre vous, et puis voilà, on pourra se poser des questions. On n'est pas très nombreux, donc on va le faire de manière assez informelle. Alors, on va commencer par Renaud. Oui, alors je ne pouvais pas faire une présentation sans vous donner quelques chiffres, puisque donc voilà, notre réseau social, comme je vous l'ai indiqué, a été lancé il y a à peu près 1 an. On a fêté son anniversaire là, il y a quelques jours. Donc, juste pour que vous compreniez, aujourd'hui, Renault, effectivement, bon, je n'ai pas présenté Renault, mais c'est vrai qu'on vend des voitures chez Renault, et aujourd'hui, c'est 120 000 employés dans le monde entier, parce que c'est vrai qu'on est, et ça je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, le réseau social permet de décloisonner et surtout de pouvoir communiquer avec, je dirais, toutes nos entités qui se trouvent à l'international. Donc c'est 120 000 employés, c'est 75 000 postes de travail, parce qu'effectivement, nous avons, et ça c'est une autre problématique, que sont les cols bleus, donc les personnels qui sont en usine, qui eux n'ont pas d'accès, je dirais, donc, à l'Internet, enfin du moins ils n'ont pas accès sur leur lieu de travail à l'intranet. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit écart. Donc aujourd'hui, on vise donc 75 000 effectivement employés, qui ont un PC. Je ne parle pas de la problématique mobile, parce que ça, effectivement, ça sera dans un second temps, et on n'a pas encore mis sur la table justement ces projets de mobilité, mais ça viendra dans un second temps. On a 15 000 aujourd'hui utilisateurs, alors long testés, parce qu'en fait, quand vous arrivez sur la plateforme, donc sur notre réseau social qui s'appelle donc MyDéclic, vous devez valider donc des CAU, parce qu'effectivement, donc on a des conditions d'accès, effectivement, on a une charte, voilà, donc dedans on a évidemment notre charte informatique, on a aussi une charte éthique chez Renault. Donc voilà, donc tout utilisateur qui accède au réseau social se valide d'abord donc ces CAU, comme quand on arrive sur un site ou sur Internet. Voilà. On a des profils enrichis. Alors aujourd'hui, les profils enrichis, on en a à peu près 5000. Donc c'est effectivement, on a une évolution qui se fait assez lentement, mais je dirais sûrement. On essaye d'expliquer aux gens un petit peu le principe de qu'est-ce qu'un profil enrichi. Parce qu'en fait, dans le profil enrichi, effectivement, il a toutes ses données, son nom, son prénom, mais ça, c'est issu de notre... on a un annuaire, donc ça, c'est automatiquement retranscrit. Par contre, les personnes ont la possibilité de mettre des informations les concernant, notamment leurs compétences, leur centre d'intérêt, et puis également, ce qui peut être intéressant, c'est leurs projets passés, les projets sur lesquels ils ont pu travailler, et ça peut être intéressant, justement, une personne qui cherche des informations, de retrouver la personne qui a pu travailler, notamment... sur ce projet ou sur ce sujet. Et au quotidien, donc sur notre plateforme, nous avons 2200 utilisateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, donc là, je vais vous montrer la valeur, en fait, qui prouve qu'aujourd'hui, effectivement, mais il y a encore du chemin, comme je vous disais, à parcourir. C'est qu'effectivement, on a des use cases. Voilà, donc ici vous en voyez quelques-uns, et on les a catégorisés donc en quatre thématiques. Donc il y a tout ce qui concerne donc l'image de marque. Alors et c'est des communautés qui ont été créées à l'initiative des employés, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que tous les employés de Renault peuvent créer leur communauté. Il n'y a pas de workflow, on n'en fait pas de demande de communauté. C'est pour ça que vous voyez souvent les gens disent vous avez 1500 communautés. Oui, parce que c'est les gens qui décident ou pas de créer leur propre communauté ou groupe, si vous préférez. Donc il y a eu justement, alors pour la petite histoire sur la communauté Twizy,
C'est une personne en fait qui était fan donc, de ce produit et qui a même indiqué qu'il était la 42e personne sur la liste à avoir acquérir donc une Twizy. Et dans cette communauté, en fait, c'est une communauté qui échange beaucoup d'informations sur ce produit, parce que c'est vrai que c'est un produit effectivement qui est un petit peu, je dirais, qui vient d'arriver, et beaucoup de questions se posent par rapport donc aux véhicules électriques. Et il y a beaucoup d'échanges, notamment sur des bonnes pratiques, des choses toutes bêtes, mais je vais au technocentre, quelqu'un peut m'indiquer où est-ce que je peux plugger ma voiture pour la recharger, des choses comme ça. Et en même temps, c'est des choses qui peuvent être utiles aussi pour la direction produit, parce qu'elle s'inspire un petit peu aussi de ce que peuvent échanger les personnes justement à ce sujet et améliorer le produit. On a aussi donc tout ce qui est innovation, effectivement, des appels à idées, des best practices. Alors ça marche très bien. On a donc une communauté, donc Creative People, qui marche très bien, qui n'a pas attendu le réseau social pour avoir été mis en place. C'était une communauté qui était déjà chez nous avant la création du réseau social, mais qui se développe et qui se fait connaître davantage via notre réseau social. On a aussi tout ce qui concerne le support, le déploiement pour un programme, un projet. Les communautés de support marchent très bien. Et dans les communautés de support, sur ce que voient les community managers, l'aide que ça leur apporte, c'est que les utilisateurs, les collaborateurs commencent à s'échanger entre eux et se répondre entre eux. Ce qui fait qu'eux, finalement, vérifient effectivement la véracité des réponses, mais voilà, ça leur permet de gagner du temps et de travailler sur d'autres sujets. Et puis, effectivement, un autre mode de communication, des activités sociales et puis voilà, le partage d'informations. Je vous ai mis deux communautés donc, qui sont effectivement des communautés qui ne concernent pas le produit, je dirais, en lui-même, la voiture, mais des réseaux qu'on a mis en place chez Renault et qui marchent très bien, qui est le réseau Women et un réseau Andy, pareil, qui est un réseau qui marche très bien et qui est très utilisé, notamment parce qu'on a aussi des personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai qu'on leur indique, c'est tout bête, mais par exemple, quand ils arrivent sur un lieu, où est-ce que sont les places handicapées, où est-ce que sont les ascenseurs, des choses comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est une chose qui marche très bien. Alors, je vais prendre le slideshow. Voilà, super. Alors, nous, les résultats, donc là, c'est des KPI qui sont issus donc, de Yammer, donc l'outil qu'on a déployé comme William. Voilà, nous on a une population qui est très engagée, entre 85 et 90% de la population qui est engagée chaque semaine. Alors c'est vrai, on peut se dire une agence, il y a un terrain favorable à l'utilisation de ce type d'outils. Maintenant, on a aussi dans cette population des gens qui sont beaucoup sur le terrain, qui font par exemple des prestations vidéo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a à peu près 30% des usages qui se font en mobilité. Donc en fait, les gens le font depuis leur téléphone, notamment pour de la consultation, hein, puisque l'appli mobile de Yammer ressemble beaucoup à celle de Facebook. Donc les gens ont le même système de notification, la même logique de fonctionnement. Et nous, moi, je rejoins un peu le point de William. L'un des choix aussi, c'était qu'on n'ait pas de formation. Et donc, les gens, quand ils prennent l'outil, ils aient un confort et des habitudes d'usage qui soient très proches d'un Facebook, avec des fonctionnalités étendues à l'entreprise sur l'aspect collaboratif, mais qu'on soit vraiment très proche des réflexes Facebook. C'était ce qu'on avait à la fois sur le desktop, mais surtout sur mobile. On pense que la proportion mobile va encore augmenter. Les gens sont beaucoup en déplacement chez nous et c'est un moment utile pour consommer. Alors, on a à peu près 150 groupes actifs en permanence, c'est-à-dire sur lesquels il y a de l'activité chaque semaine. Et donc, on a ouvert 40 external networks avec soit des fournisseurs, soit des clients avec lesquels on interagit. C'était aussi l'un des points importants pour nous, c'était d'adresser la surcharge interne, mais aussi dans la relation avec nos clients. Ça ne veut pas dire qu'on le fait avec tous nos clients, mais dès qu'on a un client qui a une volumétrie un peu significative, qui s'inscrit dans la durée, on ouvre un external network avec ce client. Sur la première année, on a mesuré un petit peu, notamment au niveau de tous les posts, les engagements, les commentaires, etc., qui avaient été faits.
on a économisé, entre guillemets, à peu près 180 000 emails. Ce n'est pas énorme non plus, mais c'est déjà pas mal à notre échelle. Voilà, et surtout qu'on est dans une croissance assez forte. Ça, on l'a obtenu en fait par plusieurs leviers. Comment est-ce qu'on est arrivé à des niveaux d'engagement qui sont assez élevés, à la fois par des sujets qui de toute façon drive du trafic, c'est-à-dire qu'on a fermé toutes les mailing lists. Donc, notamment sur la veille, en disant la veille ne sera plus jamais sur une mailing list. Et d'ailleurs, dès qu'il y a une mailing list qui se crée, c'est qu'il y a un problème. Normalement, ça devrait pouvoir être adressé sur Yammer. Donc, les mailing lists, à l'exception d'une seule mailing list qui est utilisée pour les annonces générales, en fait, toutes les mailing lists ont été fermées. Donc, naturellement, toute la veille a été redirigée sur le réseau social d'entreprise. Ça a été un vecteur important. Enfin, la veille, chez nous, est importante. Et le fait de pouvoir avoir un fonctionnement comme sur LinkedIn ou Facebook, vous copiez-collez l'URL, ça vous reprend le titre, le résumé, la vignette, les gens peuvent commenter. C'était un facteur d'engagement important. Le deuxième facteur d'engagement qui a joué, c'est qu'on a laissé des groupes fun, entre guillemets, se créer et de manière complètement débridée. Donc les gens avaient la liberté totale de faire ce qu'ils voulaient. Donc l'un des groupes qui a été les plus actifs, qui est toujours l'un des plus actifs, c'est un groupe qui s'appelle chez nous les remarques de l'espace. C'est les choses les plus folles qu'on entend soit au bureau, soit chez nos clients. Donc on ne montre pas ce groupe-là généralement. Voilà, avec des fois des petits sondages sur qui a pu dire ça, etc. Et donc c'est des groupes en fait qui ont été des vecteurs de trafic importants. Et puis surtout, on a progressivement intégré, donc ça c'est l'accueil, mais ça ressemble à Yammer. Comme dit William, le gros avantage de l'outil, c'est qu'il n'est pas customisable. Donc au moins, les gens ne vont pas rentrer dans une complexité. C'est extrêmement simple. Voilà, donc ce qui a joué beaucoup sur l'entraînement, c'est c'était notre objectif d'intégrer le réseau social à l'ensemble du système d'information. Donc là, par exemple, vous avez l'outil qui est l'outil de gestion de production chez Brandsonic, où les gens vont remplir leur timesheet, vont suivre le niveau d'avancement des projets. En fait, progressivement, on introduit, c'est un peu petit, mais vous avez un sign-in avec Yammer. Donc en fait, au lieu d'utiliser l'authentification classique, vous faites une authentification Yammer. Donc Yammer devient progressivement notre single sign-on sur l'ensemble du système d'information. Et là, c'est pareil, c'est un peu petit, mais en fait, ça, c'est une fiche d'avancement projet, donc qui est vraiment l'outil quotidien des équipes pour mesurer l'avancement. Et la partie inférieure, c'est le flux de discussion associé au projet, pour expliquer pourquoi un projet dérape pas. Et en fait, ce flux de discussion, c'est un flux de discussion Yammer qui est embarqué directement dans l'application. Donc les gens n'ont pas à aller sur le réseau social d'entreprise pour échanger, dialoguer. Ils le font directement dans leur outil de production, mais c'est une conversation Yammer qui va être capitalisée. Ça veut dire que si demain, après-demain, quelqu'un fait une recherche en ayant les droits, bien sûr, il va remonter des informations qui ont été échangées dans l'outil de gestion de production. Voilà. Et ça, je pense, c'était l'un des points importants, c'est que les gens prennent l'habitude d'utiliser Yammer à la fois en se connectant, par le biais de notifications qu'ils reçoivent, qui récapitulent l'activité qui les concerne, mais aussi par le biais du système d'information. Voilà, je vais passer la parole à William. Alors, je pense que ce que vient de dire Jean-Louis est très important et il faut vraiment que le réseau social respecte les valeurs clés de votre entreprise. Chez CWT, la diversité, c'est quelque chose de très important. On est dans 150 pays. Donc, typiquement, on n'a jamais interdit un seul groupe. Donc, il y a quelques groupes brésiliens, par exemple, sur le football, qu'on n'interdira jamais. Il y a les gens qui aiment leurs animaux, qui mettent des photos de leurs animaux. Et en fait, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens puissent créer du lien. Le réseau social, c'est aussi un moyen de créer du lien avec des gens qui partagent quelque chose de commun. Donc, ça peut être quelque chose de commun extra-professionnel. C'est pas tellement commun en Europe et peut-être pas en France, mais aux États-Unis, on a beaucoup d'équipes qui, par exemple, le dimanche, vont avec les autres équipes de Carlson, qui est notre maison mère, qui vont retaper des maisons pour des gens pauvres, refaire de la peinture, etc. Donc, on est très actifs sur ces éléments-là. Donc, la solidarité, ça fait partie des valeurs clés de notre entreprise. Tout ça doit être visible dans le réseau social. Il ne faut surtout pas essayer d'épurer le réseau social. Il faut qu'il soit la réalité de votre entreprise. Et plus il est proche de votre entreprise,
plus les gens vont y adhérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on en est très content, c'est le rapprochement aussi entre, alors nous on a choisi Yammer, mais entre Yammer et Microsoft, et notamment récemment l'intégration de la traduction automatique. Alors ça a l'air ridicule, mais le fait de pouvoir traduire à tout moment, quel que soit le poste, n'importe où dans l'outil, d'un clic, ça change énormément de choses quand vous avez 150 pays. Donc ça, c'est aussi la deuxième barrière qui est la langue, qu'on essaye aussi de gérer. Et la troisième partie qui est importante, c'est que tout doucement, pour faire grandir votre réseau social, il faut couper les anciennes sources de communication. C'est-à-dire ce que vous envoyez par mailing list, il faut arrêter de l'envoyer par mailing list et il faut le mettre sur le réseau social. Ce que vous poussiez dans un SharePoint, il faut peut-être arrêter de le mettre dans SharePoint et le mettre un peu plus différemment dans Yammer. Parce que SharePoint, souvent, c'est utilisé comme un gros repository de fichiers. Les 3/4 des gens n'utilisent pas la partie intranet, la partie collaborative. Il se trouve aussi que Microsoft, ayant racheté Yammer, ils intègrent beaucoup SharePoint et Yammer, mais surtout dans l'offre cloud. Toutes les personnes qui pensent utiliser Office 365 ou SharePoint 365 en bénéficieront. Nous, on a un gros SharePoint local pour des raisons de sécurité et pour un certain nombre de données. Donc ça, c'est la dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas tuer votre réseau social en vous disant « Oh, c'est pas sécurisé, c'est compliqué, on ne va pas y mettre les données ». Pour moi, il y a la place pour tout. Pour moi, l'endroit clé pour la discussion dans l'entreprise et pour pouvoir discuter de tout et échanger des données. On va bientôt avoir la possibilité, cet été, d'ici quelques mois, je crois, d'avoir les Office Apps dans Yammer. C'est-à-dire que d'ici l'été, les utilisateurs pourront créer des documents Word, Excel, PowerPoint sans avoir Office installé sur leur machine dans Yammer en temps réel à plusieurs. Donc ça va nous aider aussi à changer complètement la manière dont on fait nos meetings, etc. Donc la première étape, c'est vraiment d'utiliser Yammer comme un lien de l'entreprise qui va pousser les valeurs, comme un lien pour l'innovation. Et nous, on l'a vraiment vu comme un outil bottom-up. C'est-à-dire qu'on a écouté les gens, on les a laissés, on leur a dit, voilà, vous avez un outil, on vous met à disposition un outil, utilisez-le de la meilleure manière possible pour vous, dans votre endroit. Certains l'utilisent pour le chat, parce qu'ils n'ont pas de chat. Certains l'utilisent pour créer des groupes uniquement, par exemple, pour une branche. Une branche, chez nous, c'est un groupe d'agents qui peut être, par exemple, en implant dans une société qui va s'occuper que d'une société. Et ils se parlent entre eux, ils se donnent des informations, machin, il a eu un problème avec son billet de train, est-ce que tu peux... On utilise moins le mail, tout est stocké. Et nous, en termes d'innovation, on s'en sert beaucoup aussi comme un outil de knowledge management. Le fait de concentrer toutes les discussions, toutes les communications dans un endroit centralisé, ça nous permet, avec un outil de recherche puissant, de concentrer le savoir et de regarder sur les tags, etc., ce qui est en train de se passer, quels sont les mots-clés, qu'est-ce qui est important dans l'entreprise. Donc ça vous permet aussi de séparer le signal des noises, comment on dit ça, du bruit, voilà, et de commencer d'entendre un peu ce qui se passe dans votre entreprise, d'autant plus qu'elle est de plus en plus grande. Une fois que vous avez passé cette première étape, qui prend 1 an et demi, 2 ans, suivant les grosses entreprises, la seconde étape, c'est de commencer à regarder un peu ce qui se passe. Alors nous, on a plus de 900 groupes. Alors là, vous allez commencer à voir les gens qui customisent les groupes avec les logos. Donc vous voyez, on a des groupes sur la safety and security. Alors Creative Coffee, c'est toutes les personnes, tous les designers chez nous qui font du marketing, des choses comme ça, ils ont un endroit, ils vont, ils discutent. Portrait, c'est un de nos outils principaux. Luna, Latinos Unidos Network Association. Alors, je ne vais pas vous le faire en espagnol, mais vous avez compris ce que c'était. Donc en fait, on a de plus en plus de groupes. Les gens se retrouvent dans des groupes. Alors l'avantage de Yammer, c'est que c'est à plat. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc quand vous cherchez quelque chose, vous allez dans un groupe, vous y abonnez. Vous pouvez vous abonner à un groupe, à un objet, à n'importe quel objet, c'est-à-dire un document, une personne. Donc ça vous permet d'être au courant de ce qui se passe. Une fois que vous avez fait cette phase, je dirais, la deuxième phase, et c'est un peu ce qu'on a commencé aussi à faire avec Jean-Louis, c'est qu'on se sert de Yammer comme d'une plateforme, comme à l'époque, on utilisait les plateformes Java ou .NET pour construire des applications. Aujourd'hui, on utilise Yammer pour construire comme socle de construction des nouvelles applications d'engagement de l'entreprise. Alors là, typiquement, c'est une application qu'on a construite pour nos RH. Donc c'est le TTLS People Advantage Commitment Dashboard. Donc on a lancé une grande campagne à travers le monde pour nos agents de voyage pour leur expliquer quelles allaient être notre nouvelle manière de les motiver, notre nouvelle manière de les rewarder, pour les remercier aussi de tous les efforts qu'ils avaient fait parce
On avait passé presque 1 an et demi à travailler beaucoup sur la qualité des appels téléphoniques, la vitesse, etc. Donc en fait là vous voyez, ça a l'air un peu idiot, mais vous avez une carte et puis vous voyez des petits ronds et là vous voyez les personnes qui ont fait des commentaires et qui sont positifs. Et donc comment ça se passe? On arrive, on se connecte avec le login de Yammer et puis par-dessus, vous allez avoir de l'information. Monsieur, alors vous permet de voir les têtes. Donc Bertolt Trenkel, c'est le responsable de l'ensemble de nos agents. Il dit voilà, je suis très content d'être là, etc., etc. Donc ça nous permet de construire au-dessus de cette plateforme d'échange et tout en bénéficiant de tous les services sociaux qui existent, des outils qui vont être dédiés à nous. Alors on avait pensé par exemple aussi, ça c'est un projet qu'on avait avec Brandsonic, de faire une web TV sociale. Par exemple, vous avez un nouveau produit, vous interviewez les gens et puis vous vous en servez pour faire un micro-site et permettre aux gens surtout de s'engager sur ça, dire ce qu'ils en pensent, éviter d'avoir ce flux RSS vers les employés descendants où on leur dit voilà la vérité. Ce qu'on veut, c'est plutôt favoriser les sens inverses. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les opportunités? Et ça c'est pas facile à faire. En tout cas, c'est pas dans la mentalité européenne, un peu plus dans la mentalité américaine et australienne. Et je pense que si vous utilisez bien les outils de réseaux sociaux, ça peut avoir cette valeur-là. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'un point de vue innovation, et là, c'est vraiment de l'innovation, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci, William. Eh bien, le moment est venu des questions-réponses. Et donc de l'animation, mais en fait, comme on n'est pas très nombreux, on peut faire ça vraiment en bonne franquette. Donc, questions, remarques, suggestions, témoignages. Monsieur, j'arrive. Attendez, je viens jusqu'à vous. Bon, merci pour vos présentations, c'est intéressant. Donc moi, je suis Laurent Charon pour SFR et c'est un sujet qui nous intéresse en ce moment, le RSE. Je voulais savoir quel genre de... Enfin, on a déjà fait aussi des expériences par le passé. Je voulais savoir quel genre de frein vous avez rencontré, si vous en avez rencontré, à la fois sur la solution que vous avez mise en place, mais également au niveau des process, peut-être des gens ou d'autres choses. Voilà, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ces 2 dernières années là, de mise en place du projet? Je vais commencer. Alors, les difficultés. Donc, nous, on a évalué la difficulté technologique. La première difficulté, c'est la partie sécurité. Donc, il faut passer le prestataire, il faut lui envoyer l'équipe sécurité qui remplisse un long dossier, qu'on vérifie si tout est OK. Bon, ça, c'est le premier problème à régler. Le deuxième problème, c'est le légal. Donc, ensuite, vous allez voir les gens du légal, vous faites la charte. Alors sur Internet, c'est beaucoup plus simple maintenant parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de chartes, donc vous pouvez en trouver. Et une fois que vous êtes passé à travers toutes les conditions légales, donc nous par exemple, on n'utilise pas Yammer pour discuter avec nos clients. C'est uniquement un réseau d'entreprise et c'est que pour les gens de l'entreprise. Et c'est même uniquement pour les sociétés dont on est à 100% propriétaire. On ne le fait pas avec nos partenaires. Donc on a un cadre légal qu'il faut avoir en tête. La troisième chose, et ça c'est l'effet peut-être de la mondialisation, de la globalisation, c'est qu'il n'y a pas un pays pareil. Donc je vais le redire, c'est un peu triste, mais c'est vrai que l'Europe est un peu à la traîne. Si vous prenez le déploiement, vous prenez un réseau social, vous le lancez dans le monde, vous allez avoir 70% d'adoption aux États-Unis tout de suite et vous allez avoir l'Amérique latine qui va monter très très vite et puis vous allez avoir les pays européens à la traîne. La France et l'Allemagne avec l'Italie dans le peloton de queue. Donc si vous devez déployer un réseau social, ne commencez pas par la France ou l'Allemagne. C'est ce que je dis toujours, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est un problème, je dirais, qui est principalement... Oui, ça peut être dans les deux sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une espèce de méfiance dans nos pays. Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'expérience, le Minitel, la CNIL, on fait attention à ce qu'on dit je ne sais pas, mais il y a une certaine liberté avec les pays américains et anglo-saxons qu'on trouve beaucoup moins. Alors, on a essayé plein de choses, on a essayé de pousser, on leur a dit parlez dans votre langage. On s'est dit peut-être c'est un problème de langage, ils parlent pas bien anglais, ils veulent. Donc on a dit ok, on a créé au début des groupes par pays, le groupe Italie, le groupe. Ça n'a pas mieux marché. Donc voilà. Donc on essaye de voir. Ça, je pense, sont les principaux problèmes. Et la dernière chose, c'est qu'on ne s'est pas donné d'objectifs très forts en termes de courbe d'adoption.
Parce qu'on sait très bien que dans les réseaux sociaux, c'est les fameuses 1, 9, 90. Donc il y a 1% qui sont très actifs, 9% qui sont engagés, qui répondent, et 90% qui, entre guillemets, ne font rien. Sauf que ces 90%-là, en fait, en lisant, et quelque part, ils récupèrent de la connaissance. C'est ce qu'on n'arrive pas vraiment aujourd'hui à quantifier, et c'est là où il y a de la valeur. Mais voilà, c'était les principaux. Pour moi, le plus gros problème que j'ai eu, c'était vraiment les différences multiculturelles. Et en fait, en parcourant les groupes, on rend bien compte qu'ils ne communiquent pas pareil, et ils ne disent pas la même chose et pas de la même manière. Par rapport effectivement aux cultures, je dirais que nous, ce qui est très marrant, c'est par contre, on a des communautés en Roumanie, parce qu'effectivement, on a des sites en Roumanie, ça marche très très bien. La Roumanie est un pays qui marche très bien. Le Maroc, c'est pareil, tous les pays émergents, ça marche très bien. Mais en fait, effectivement, c'est quelque chose de très culturel. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous dites quelque chose, même si c'est faux, on s'en fout, on le dit, allez hop. Alors qu'en France, c'est vrai, je prends la France comme exemple, au contraire, on reste, non, je ne vais surtout pas dire ça, voilà, si je dis une bêtise, on n'a pas le droit à l'erreur. Or, ce qu'on essaye de dire aux gens, c'est mais si, on a tous le droit à l'erreur, et au contraire, ça ne peut que faire qu'enrichir, ça peut faire que d'avancer. Donc on a ce côté de droit à l'erreur, et ça, on essaie bien de le répéter. Et effectivement, il y a toute une... Pareil, nous, ce qui est très important, c'est la conduite de changement. Alors certes, il y a l'outil, effectivement, en fonction de l'outil, je suis d'accord, mais ce n'est pas le principal, c'est vraiment sur ce que vous allez communiquer, ce que vous allez mettre en place comme accompagnement, et vraiment expliquer aux gens, effectivement, qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur travail, au quotidien, et ça, c'est vraiment très important. Après, pour les langues, alors je dirais que ça dépend des entreprises. Nous, par exemple, chez Renault, c'est vrai qu'on a 2 langues principales, c'est le français et l'anglais. Donc nous, il n'y a pas de problème de langue. La plupart des gens, au moins, de toute façon, on est tous obligés de parler l'anglais. Donc dès qu'on ne sait pas, hop, on s'exprime en anglais. Donc nous, on a les 2 interfaces anglais et français à aujourd'hui. Mais c'est vrai que principalement, on communique, du moins avec l'international, tout en anglais. Donc là-dessus, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème de gestion de langue. Nous, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, effectivement, je pense que l'avantage d'une solution en mode cloud, et ça, c'est que il n'y a pas vraiment de difficultés techniques, il n'y a pas non plus de difficultés de formation, donc on peut concentrer toute l'énergie sur la conduite du changement. Je pense que la difficulté qu'on a pu rencontrer, c'est il faut que l'ensemble du management bascule vers un nouveau mode de fonctionnement, parce que si on a encore des modes de fonctionnement qui traînent et qui sont plutôt sur l'ancienne version par rapport à ce qu'on a préconisé, si c'est du management, forcément ça a des impacts forts, parce que les gens se disent pas complètement convaincus. De toute façon, visiblement, le management ne l'est pas totalement, puisque certains le font encore à l'ancienne. Donc il faut arriver vraiment à ce que l'ensemble du management bascule sur un mode de fonctionnement. Et c'est vrai que on a vite fait de tomber dans un travers. Je vous donne un exemple où en fait le réseau social d'entreprise apporte énormément de valeur. C'est vous devez construire un document PowerPoint à plusieurs. En fait, vous le postez, c'est hyper simple, surtout que vous avez une prévisualisation, donc vous n'avez même pas besoin de le télécharger pour regarder rapidement. Vous pouvez commencer à commenter, vous consolider, vous repostez une nouvelle version, etc. C'est hyper bien adapté. Maintenant, imaginez le cas où vous faites un PowerPoint et vous dites « Oh, il n'y aura pas beaucoup de modifs, etc. » Je l'envoie, et vous l'envoyez quand même par mail. Et là, c'est parti. Le truc commence à tourner, où les gens ont fait des updates, renvoient des mails. Donc du coup, il commence à y avoir un workflow de mails, etc. Les gens se disent « Oh, c'est trop tard maintenant pour le poster sur Yammer, on continue comme ça. » Donc là, c'est le cas typique où il faut recadrer systématiquement pour s'assurer que les gens, et notamment le management, c'est pas très grave si finalement les gens qui ne sont pas dans le management ne l'appliquent pas tout de suite, mais par contre le management doit vraiment être bon élève sur le sujet pour que tout à coup ça bascule, et c'est-à-dire que les gens se disent oui, l'information est bien sur Yammer et elle n'est pas ailleurs, hein. C'est ce qu'on évoquait ce midi avec le monsieur de Sanofi, je crois, qui disait voilà, sur Twitter, il s'est passé un peu la même chose. Quelque part, au début, l'adoption était faible, et puis quand les gens se sont aperçus que l'information récente, elle était d'abord sur Twitter, ils ont basculé.
là, c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux d'entreprise. Tant que le poids est encore sur l'ancien système, les gens hésitent à basculer. Dès qu'ils voient que ça bascule, et notamment que le top management a basculé, là, ils y vont. Et d'ailleurs, en se disant, je vais me faire, entre guillemets, mal voir peut-être si je pratique encore l'ancien système. Donc, voilà, l'énergie doit être, à mon avis, beaucoup mise sur le fait que le management soit bon élève. Il y avait une question ici. Et je crois que monsieur a une question. Monsieur était avant. Madame, allez, honneur aux dames. Bonjour, Katia Gioncola, direction achat du groupe Covea. Donc, je représente plus particulièrement MAF. J'accompagne, moi, mes directions métiers, donc direction e-marketing, direction stratégie, direction transformation. Et justement, j'avais une question sur le point que vous venez d'évoquer, sur la conduite du changement. Pour nous, on a un programme qu'on appelle Web 2.0 dans lequel nous avons la brique RSE, justement. Et la question pour vous est la suivante. Est-ce que vous vous faites accompagner par un expert en conduite du changement parce que c'est le facteur, parce que notre culture n'est pas dans cette dynamique-là, donc il faut changer les mentalités. Moi, on est dans le monde de l'assurance, donc les mentalités sont très ancrées et très cloisonnées dans les modes de fonctionnement, donc on a une vraie problématique. Et on a donc un cabinet nous conseil spécialisé, un cabinet de niche, on va dire, qui nous accompagne réellement parce que pour bien prendre les choses dans le bon ordre, et on retrouve les points que vous évoquiez, toute la partie top management, managériale, sécurité, legal, etc. Et ça nous a semblé capital. Et effectivement, dans les faits, pour regrouper les différentes parties prenantes, il a fallu cette tierce personne qui intervienne pour nous. Est-ce que vous, ça a été le cas également? Et est-ce que si ça n'a pas été le cas, est-ce qu'il vous semble être passé à côté de quelque chose? Alors, nous, on n'avait pas de cabinet de conseil, on avait des personnes en interne qui étaient, je dirais, spécialistes, donc qui nous ont accompagnés sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que qui nous ont accompagnés plus en termes de conduite de changement. Mais c'est vrai que sur les RSE, il y a une particularité. C'est vrai qu'il y a une conduite de changement qui doit être un peu spécifique. Donc, sur ce volet-là, non, effectivement, on n'a pas été accompagnés, mais c'est vrai qu'on se nourrit beaucoup aussi, on fait beaucoup de benchmarks, on se nourrit pas mal des expériences aussi des autres entreprises, mais aussi on essaie de construire nous-mêmes en interne une stratégie et une conduite de changement robuste. Et c'est vrai que c'est par l'adhésion et c'est par effectivement être assez concret et factuel aussi vis-à-vis de différentes directions métiers. Et puis aussi, c'est là, on essaie de mettre avec nous, parce qu'on a un peu de mal, c'est toute la direction de la communication, les RH, qui ont été là au départ, mais qui s'en sont un petit peu éloignés. Et là, il faut absolument qu'on les remette effectivement sur le projet avec nous et qu'on travaille effectivement main dans la main. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de remède miracle en fait. Alors, nous c'était un peu différent parce que c'est rentré par l'innovation. Donc, au départ, on a eu cette phase de mise en œuvre. Ensuite, quand on a fait ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire qu'on est passé d'un outil pilote innovation à un produit, parce que pour nous, CWT Yammer, c'est un produit. Donc, il y a un business owner. Le business owner, c'est les RH. Et je peux dire que donc, la personne s'appelle Thomas Scott. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a vraiment pris ça à bras-le-corps. Ça fait partie de notre stratégie d'entreprise. Et en fait, ça rejoint un peu le projet Intranet 2.0. C'est-à-dire que les deux commencent à tout doucement fusionner. Et on est en train de se dire maintenant comment on va communiquer à nos segments d'employés. C'est vraiment du E2E. Est-ce qu'on doit leur offrir plutôt un portail intranet segmenté, un pour les comptables, un pour les agents de voyage, un pour les... Ou alors est-ce qu'au contraire, ça va passer par le réseau social et on va mettre une surcouche par-dessus? Aujourd'hui, on est dans ces discussions. Donc, la première partie, c'est l'équipe innovation. Le deuxième interlocuteur, c'est les RH qui sont les owners du projet et qui le gèrent. Et la troisième personne qui était très importante dans le projet et que j'aimerais dire, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Yammer, c'est qu'on est accompagné constamment par des gens de chez eux, plus par le réseau interne de Yammer. Donc par ces deux... Enfin, on a un call toutes les semaines, on a un call avec un représentant de la société Yammer toutes les semaines pour savoir où on en est, comment se passe le changement. Donc c'est quand même un investissement de leur part assez important. Et j'ai bientôt fini. Et la dernière chose, c'est vraiment
cette communauté interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se pose une question, vous voyez la question que vous venez de me poser là, en fait, vous auriez été sur le Community Network et vous l'auriez posée. Et vous auriez eu 50 réponses de 50 personnes qui ont déjà eu le problème. Et en fait, ça nous aide vachement, ça nous fait gagner un temps dingue, parce que vraiment, dans ce cas-là, le crowdsourcing est très performant. Bon, je vois Pierre qui est pressé. On a mis 3 heures à avoir 40 personnes. Je voulais juste rajouter que maintenant, avec les solutions sur le marché, parce qu'il y en a énormément qui sont proposées, ils vous proposent aussi, notamment, ils vous mettent l'outil, ils vous implémentent l'outil, mais ils vous proposent aussi de vous accompagner et de mettre en place une conduite de changement. Donc ça se fait de plus en plus aussi. Mais il ne faut pas être trop argumenté non plus. Il faut laisser vivre le truc. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, Sylvie Joseph, La Poste. Vous avez parlé de laisser très libre les communautés, les créations de groupes, etc. Il y a un point que vous n'avez pas évoqué, mais peut-être ce n'est pas un point chez vous, un peu plus chez vous, je pense, ce sont les syndicats. Est-ce que les syndicats se sont manifestés? Est-ce qu'ils ont créé des communautés? Est-ce que vous avez laissé faire le cas échéant? Ou est-ce que vous avez une règle là-dessus? Alors, les syndicats aujourd'hui n'ont pas créé de communauté. Par contre, on est passé en CCE. Donc, ça a été présenté et ça a été accepté. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une tolérance pour les communautés extra-professionnelles dans une certaine mesure et qui respectent toujours notre charte de déontologie, notre charte éthique. Voilà, mais nous, on n'a pas accès, les syndicats n'ont pas accès. Ils sont réticents plutôt. Enfin, ils n'ont pas forcément envie d'aller sur les réseaux sociaux. C'était dès le sociaux. départ. En fait, on voulait pas que ça soit politisé. On voulait que ça soit quelque chose pour tous les employés, mais sans aucune. En fait, c'est écrit dans la charte. C'est une règle de charte. Alors que nous, non. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Merci à vous.